Voilà. Donc, bonjour à tout le monde. Merci d'être présent. Il y a du monde, c'est chouette. C'est que le sujet doit intéresser certaines personnes. Voilà. Donc, le sujet du webinaire, ça va être le contrôle oculaire sur les tablettes iPad. On va suivre un petit peu les nouvelles fonctionnalités iOS dans l'accès au numérique avec suivi oculaire, donc forcément à destination des personnes en situation de handicap et autres. Alors, voilà, j'ai encore accepté certaines personnes. Bonjour tout le monde. Check. Ok. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, on va faire un état des lieux, du coup, sur les nouvelles fonctionnalités proposées par iOS et aussi faire la différence avec un outil plutôt sous Windows. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais faire des tests aussi en direct pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, pour que ce soit un peu plus visuel et plus compréhensible, surtout si vous ne connaissez pas trop ce système d'exploitation. Je ferai aussi une démo globale de l'usage voilà, sur différents besoins qu'on rencontre, nous, chez Jib. Voilà, j'accepte encore. Hop, voilà. OK. Donc voilà, juste à l'oral, le plan du webinaire, du coup, ça va être pour commencer une présentation globale de Jib, de qui on est. Ensuite, ce qu'on propose au niveau du matériel, voilà, on propose différentes aides technologiques. Ensuite, on va plutôt se concentrer sur notre outil de communication avec suivi oculaire. Euh, voilà, les utilisateurs concernés par ce type d'aide. Après, on va plutôt se concentrer sur le sujet principal, faire un focus sur les différentes fonctionnalités avec la démo. Et ensuite, on verra rapidement notre accompagnement, etc., pour voilà, vous ayez une idée globale de ce qu'on fait, qui on est, pourquoi on fait ça. Parce que je ne sais pas dans quelle mesure les personnes aujourd'hui qui participent enfin, nous connaissent et connaissent le matériel concerné. Donc voilà, je vais devoir un petit peu mettre un contexte à tout ça. Hop, j'accepte encore certaines personnes. Voilà. Bonjour aux arrivants. Oups, voilà. Donc voilà, un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant de commencer, je pense que c'est bien de faire un petit disclaimer. Je pense que c'est bien de préciser que voilà, on essaye d'être hyper neutre lors de nos essais de matériel. On ne montre pas nos préférences personnelles, donc forcément, moi, je suis un petit peu plus à l'aise avec Apple, c'est ce que j'utilise dans ma vie personnelle. Mais on essaye d'être neutre, de voilà, tester un maximum de matériel. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on n'est vraiment pas ici pour montrer que l'outil Apple est plus ou moins bien que Windows. Forcément, je vais devoir faire des différences. Donc, bon, des fois, ça se ressentira peut-être un peu comme ça. Donc, pour vous dire un petit peu, il y a des cas où on ne fait pas du tout tester l'outil Apple à des personnes, notamment quand voilà, la personne ne connaît pas du tout ce système d'exploitation et qu'elle a besoin voilà, de beaucoup de simplification dans le matériel, notamment en raison des troubles cognitifs ou voilà, des capacités globales. Donc voilà, il y a juste plusieurs choses très intéressantes sur l'outil Apple dans les paramètres d'accessibilité, donc qui sont presque tous gratuits. Et voilà, notre but, c'est un peu de sensibiliser euh, par rapport à tout ça et faire connaître un petit peu toutes ces fonctionnalités. Je pense que c'est bien. Alors, je ne sais pas trop qui participe aujourd'hui, je pense que ça va être beaucoup d'équipes paramédicales, mais c'est toujours intéressant de connaître, de se mettre à jour un petit peu sur toutes ces fonctionnalités-là. Et, euh, et voilà. Juste pour rappeler aussi, on pourra faire un temps de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions au fur et à mesure dans le chat. Et mon collègue Thomas va sélectionner quelques questions les plus pertinentes. Et je pourrai y répondre du coup à la fin. Et évidemment, voilà, vous pouvez toujours nous contacter aussi via le site, enfin, plusieurs canaux. Alors, j'accepte encore certaines personnes. Hop, voilà. Euh, Ok, bon, on va pouvoir commencer dans le vif du sujet. Ok. Donc, du coup, comme je vous ai dit, je vais devoir faire une petite présentation globale de qui on est, du coup, pour que vous ayez le contexte de pourquoi on fait ce webinaire. Du coup, Jib, c'est une entreprise qui existe depuis 2018. Elle est reconnue par l'État comme une entreprise solidaire d'utilité sociale. Hop, j'accepte encore.
Donc voilà, au niveau de notre équipe, on a plusieurs pôles, on va dire. On a plusieurs profils. Donc d'une part, une équipe plutôt paramédicale avec ergothérapeute. Après, on a plutôt une partie technique avec deux profils ingénieurs informaticiens. On a aussi un responsable projet pour les projets de domotique, donc dans les résidences. Et on a aussi du coup le CIO. On a aussi quelques profils en freelance pour la partie développement. Donc globalement, ce qu'on propose, on a plusieurs outils répartis en 4 univers. Donc déjà pour commencer, il y a Jibom, qui est voilà, le premier par quoi on a commencé donc chez Jib. C'est du coup une solution domotique à destination des personnes avec des troubles moteurs. Du coup, voilà, ça leur permet de contrôler divers équipements au quotidien, donc plutôt chez eux, à domicile. Donc, par exemple, gérer les lumières, les volets, gérer l'ouverture, la fermeture des portes, gérer le lit médicalisé, la télévision, toutes ces choses-là, donc plein d'équipements à domicile. Donc tout ça va se passer via une application mobile qui est adaptée et qui est compatible avec différents moyens d'accès. Donc par exemple, voilà, on peut contrôler ces lumières à l'aide de la voix, à l'aide du suivi oculaire, du joystick de fauteuil roulant, de contacteurs. Voilà, on a différents moyens d'accès pour gérer ça. Donc, l'autre univers, on va dire, c'est Jib Résidence. Donc, c'est également une solution domotique, mais plutôt à destination des structures médico-sociales. Donc, par exemple, les EHPAD, les foyers d'accueil spécialisés, les maisons d'accueil spécialisées, enfin, toutes les grosses structures, des services d'hospitaliers aussi. Donc, en fait, c'est pour renforcer l'autonomie des personnes dans ces structures. Euh, donc voilà, ça va leur permettre aussi de contrôler leur environnement. Donc par exemple, appeler les ascenseurs facilement, ouvrir les portes, gérer les lumières, les volets. Donc voilà, encore toutes les solutions domotiques. Euh, alors l'autre, c'est le Jeep Calls, qui est une application mobile qui est conçue pour les personnes en situation de handicap moteur ou qui ont globalement des difficultés à gérer, interagir avec une interface numérique. Donc ça leur permet de passer et recevoir des appels sans utiliser les mains. Voilà, donc, pour résumer ça facilement. Donc voilà, on a ces 3 univers-là. Et on a l'autre, donc moi, où je travaille plutôt là-dessus, c'est GBISE, ce qui va nous intéresser en fait aujourd'hui et que je développerai un petit peu ensuite avec vous. Donc voilà, 4 pôles différents avec 4 outils différents. Et voilà, un petit peu ce qu'on fait et qui on est. Du coup, moi, qui suis-je? Donc, je suis ergothérapeute. J'ai été diplômée en Belgique. Au niveau de mes précédentes expériences, j'ai fait une formation de communication alternative augmentée, donc la CA. Je pense qu'on va le voir dans les slides, le CA, donc c'est communication alternative augmentée. J'ai fait aussi un stage de 2 mois dans un centre de ressources et d'évaluation des technologies pour les personnes en situation de handicap. Donc déjà, voilà, j'ai toujours aimé ce domaine-là, donc voilà. Donc moi, je travaille dans l'équipe paramédicale de DIB. J'ai plutôt une intervention basée du coup sur la communication alternative augmentée, sur l'accès global aussi à l'outil numérique et toute la gestion des paramètres d'accessibilité des outils grand public. Et j'ai aussi une réflexion sur le développement des logiciels de CA chez DIB. Donc voilà, donc GBISE, ce que je vous disais pendant la présentation. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais devoir parler de qui on accompagne avec ce type de matériel. Je vais aussi montrer notre matériel globalement pour bien comprendre de quoi il s'agit, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Donc voilà, ce qu'on appelle GBISE, c'est un outil de communication avec suivi oculaire à destination des personnes avec des troubles moteurs qui ne leur permettent pas de manipuler un écran tactile ou une souris, par exemple. Du coup, voilà, elles ont besoin d'un moyen alternatif pour s'exprimer et interagir avec du coup, tout un environnement numérique. Donc voilà, les personnes vont tout simplement contrôler une tablette, un ordinateur avec les yeux. Voilà. Donc, il y a 2 parties, on va dire. Il y a toute la partie communication pour les personnes qui n'arrivent pas à communiquer, mais il y a aussi tout l'aspect accès à l'outil numérique pour les personnes voilà, qui n'ont pas les capacités motrices de gérer un téléphone, un ordinateur. Donc, les deux sont complémentaires ou alors on peut avoir uniquement un besoin d'accès à l'outil numérique ou qu'un besoin de communication. Voilà, donc pour parler un petit peu de nos utilisateurs,
on peut un peu les différencier dans trois profils principaux. Donc, d'une part, on a par exemple les enfants qui n'ont jamais eu accès à la communication, voilà, qui sont nés avec une pathologie, donc parésie cérébrale, polyhandicap, syndrome de Rett. Donc, ensuite, on a les adultes qui perdent la communication à cause d'une condition médicale comme une maladie neurodégénérative, donc voilà, tout ce qui est maladie Charcot, sclérose en plaques. Et on a aussi la troisième catégorie, c'est les personnes qui ne peuvent plus communiquer à un instant T, donc par exemple voilà, à cause d'une trachéo, voilà, dans les services de réanimation notamment. Donc on va avoir trois profils différents et trois interventions différentes aussi. Je suis désolée, je viens de voir qu'il y a des personnes qui attendent encore. Voilà. Bonjour aux nouveaux arrivants. Hop, voilà. Donc, comme je disais, donc, trois profils différents et du coup, trois interventions chez nous qui vont être un peu différentes aussi, trois approches différentes. Un enfant voilà, qui n'a jamais eu accès à la communication, ça va être du pictogramme, ça va être des logiciels spécifiques. Un adulte qui perd la communication, voilà, on va peut-être parfois être plus sur de la communication textuelle avec les claviers. Voilà, dans les services de réanimation, par exemple, les personnes qui ne peuvent plus communiquer à cause d'une trachéo, ça va être différent aussi, ça va être d'autres besoins. Donc voilà, on travaille un petit peu sur ces trois profils-là. Donc, juste pour rappeler, dans ce webinaire, pour un usage Apple, on va quand même plus se baser sur un public adulte avec une utilisation au-delà de la communication. Va avoir aussi du coup l'accès au numérique globalement. Les fonctionnalités que je vais montrer peuvent paraître complexes pour certains patients et l'usage de ce type d'outil peut demander des capacités cognitives assez importantes parfois et aussi d'être à l'aise globalement avec la technologie. Voilà, pour rappeler un petit peu. Et du coup, oui, on équipe des usagers et aussi des structures. Donc voilà, par exemple, des IEM, IME, des centres SLA ou, comme je disais, des services de réanimation. Donc, ouais, il y a toute une partie pour les personnes et aussi pour les structures qui veulent commencer à faire des essais avec leurs patients ou avoir un outil à disposition pour communiquer déjà. Bon, voilà rapidement un petit peu ce qu'on peut proposer au niveau du matériel. Ce qu'on essaye vraiment, c'est d'être le plus modulable possible pour vraiment s'adapter aux besoins de la personne. Au niveau des tablettes, du coup, on a Windows ou Apple. Les coques de protection, on a différents niveaux de renforcés ou très robustes ou très très simples. Au niveau de la caméra, du coup, on utilise pour l'instant la iRoo de Erisbon, qui est compatible Windows et iPad. Après, encore une fois, bah, on teste toujours le nouveau matériel qui sort. Donc ça, c'est assez intéressant. On essaie de trouver ce qu'il y a de mieux, finalement. Au niveau des bras de sport aussi, on a différents types de bras de sport en fonction de la personne, comment ses habitudes de vie, comment elle est positionnée, si elle est plutôt tout le temps dans son lit, si elle est en fauteuil roulant électrique normal. Enfin, voilà. Donc ça, c'est assez chouette, pouvoir proposer différents bras de support aussi. Et au niveau des logiciels de communication, on va aussi en avoir plusieurs. On essaye d'être assez agnostique au niveau des logiciels, des applications. Voilà, on n'a pas de... voilà. Donc, on essaie de proposer presque tout ce qui existe. Après, voilà, pour faire les essais, au moins on trouve la chose la plus intéressante pour les personnes. Alors, là, on va rentrer du coup dans le vif du sujet. J'espère que je ne parle pas trop vite. Désolée. Alors, j'accepte encore certaines personnes qui attendent. Voilà. Donc voilà. Pour commencer, je pense que c'est bien de faire une petite différence entre Windows et Apple. Par contre, je tiens vraiment à rappeler que c'est un peu par rapport à ma propre expérience terrain et enfin de chez nous. Donc c'est voilà, quand même apprendre avec des pincettes. C'est comment nous on l'utilise, comment nous on le voit. Donc voilà. Mais euh, globalement, sur iPad, pour moi, on va être sur une expérience qui est proche du tactile. On peut presque tout faire. Il y a une grande polyvalence au niveau des besoins et d'accès aux applications. Comme je l'ai dit précédemment, ça requiert quand même une aisance technologique et aussi des bonnes capacités cognitives. Je pense que vous allez le voir pendant les démos, ça demande voilà, d'être assez aguerri, de connaître quand même certaines choses. Après, nous, on a plusieurs utilisateurs iPad, enfin, c'est très très bien. Quand on prend le truc, c'est aussi une habitude à prendre, mais une fois qu'on maîtrise très bien le matériel, ça peut être vraiment super. Au niveau de Windows, donc,
on va vraiment utiliser des logiciels spécialisés, donc de communication. Je pense que vous connaissez par exemple MindExpress Grid 3. Et du coup, ça va vraiment être conçu pour de la communication et des tâches ciblées. En fait, ça va être des interfaces simplifiées, donc ça va être beaucoup plus simple de naviguer avec les yeux. Du coup, ça, c'est super pour des personnes qui ont peut-être des troubles cognitifs un peu plus importants. Voilà. Mais euh, à savoir que ça présente quand même parfois certaines limitations. Par exemple, sur un des logiciels, enfin, sur les logiciels de communication qu'on utilise sur Windows, on peut par exemple ne pas ouvrir, on peut pas ouvrir les pièces jointes dans les mails. Et ça représente par exemple une grosse limite pour certaines personnes. Voilà. Donc, à savoir que pour certains usages, on va pouvoir passer par du contrôle d'ordinateur Windows pour aller sur certains sites. Donc, ça va demander quand même beaucoup plus de précision. Et voilà. Donc, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer un peu globalement ce que ça donne le contrôle d'ordinateur sur Windows. Comme ça, vous pouvez vraiment faire la différence quand je vais montrer ensuite avec iPad. Donc voilà, globalement, là on voit, j'ai fait une petite photo des interfaces. Donc sur iPad, on va vraiment contrôler toute l'interface classique iOS et sur Windows, on va être sur des interfaces simplifiées, donc avec appel, mail, SMS. Donc globalement, les deux sont super, mais c'est quand même des différents. Euh, je prends l'exemple là du coup d'un monsieur par exemple qui utilisait un des logiciels de communication, mais qui avait quand même, qui était très impliqué dans des assos, il était encore presque en train de travailler, on va dire, et du coup il pouvait pas ouvrir les pièces jointes. Et ça c'était même plein de choses, faire des mails très cadrés, et du coup pour le coup là iPad il peut vraiment tout faire. Mettre des pièces jointes dans ses mails, enfin, c'était assez, enfin, la différence est quand même assez importante. Ça dépend en fait de la personne. Il y a des personnes pour qui ça suffit totalement des logiciels de communication classiques, très simplifiés, avec, on va dire, le nécessaire. Et il y a des personnes qui, du coup, ont besoin vraiment d'un usage beaucoup plus complet. Voilà, un petit peu, j'espère que c'était assez clair. La différence, c'est un peu dur de différencier les deux parce que c'est assez différent et que, voilà, j'ai pas trop envie de faire de préférence. Mais voilà, un petit peu au niveau des usages. Donc, j'ai fait une vidéo pour montrer le contrôle d'ordinateur Windows rapidement. Donc là, par exemple, là, je suis sur Windows. Donc là, j'ai le clavier. Par contre, le clavier, il est chouette. Mais c'est ensuite après. Donc là, vous voyez, je tape donc, dans ma barre de recherche. Hop. Et ensuite, vous voyez, alors, je vais vous montrer. Ici, on a toute la barre de clic en bas. Donc là, par exemple, je vais prendre le double clic qui se trouve là. Je prends mon double clic et je vais pouvoir regarder du coup ce que je veux. Donc pareil, avec un petit peu d'entraînement, enfin, c'est hyper fluide, mais voilà. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là, voilà. Là, je prends mon clic. Je vais pouvoir aller... Donc là, je contrôle avec les yeux, hein. Je ne sais pas si c'est très clair. Là, je clique sur centre d'aide et ça envoie. Donc voilà, vous voyez, c'est des petites cases, c'est pas très bien pensé pour... voilà, je pense que c'était assez clair. Voilà. Donc maintenant, on va un peu focus sur les fonctionnalités d'accessibilité Apple. Donc je vais commencer par déplacer, enfin, ce qu'on appelle déplacer vers l'élément. En fait, ça permet de positionner automatiquement le curseur, donc le focus des yeux sur un élément, donc par exemple un icône, une case. Donc en fait, ça facilite la navigation. Donc, petit exemple, du coup, l'utilisateur regarde un icône, l'outil du coup détecte l'intention, le curseur se positionne automatiquement sur l'élément et du coup, il peut cliquer avec le regard. Il y a une vidéo après pour que ce soit un petit peu plus clair. Du coup, voilà, l'intérêt, c'est que ça va être beaucoup plus facile du coup de naviguer sur l'interface et ça sera tout moins fatigant pour la personne. Parce que moi, je tiens quand même à rappeler que c'est quand même, voilà, le suivi oculaire, ça peut être parfois fatigant pour les personnes.
Donc, voilà, c'est une méthode, ça facilite un petit peu. Alors, juste pour rappeler, il y a deux modes de navigation avec les yeux, donc sur iPad. Il y a soit déplacer vers l'élément, donc on va dire le mode simplifié, et il y a un autre mode, donc un mode libre, donc où le curseur peut aller vraiment partout. Et du coup, il n'y a aucune limite, mais voilà, ça peut demander un petit peu plus de précision. Vous allez voir sur la vidéo, du coup, j'utilise les deux. Je vais vous dire quand est-ce que j'utilise déplacer vers l'élément ou classique. Et voilà, l'important, si on veut vraiment aller très loin dans l'utilisation, c'est de pouvoir switcher entre ces deux modes. Par exemple, il y a des toutes petites cases où du coup, on va devoir aller sur le mode libre et parfois aller sur déplacer vers l'élément. Donc, je vais montrer sur la vidéo, ce sera plus clair. Donc là, j'utilise déplacer vers l'élément. On voit ce surlignage des cases euh, lors de l'utilisation. Donc là, vous voyez, c'est Bonjour. c'est plus facile en fait. D'accord. Qu'est-ce que je peux avoir? Donc là, je vais sur Assist Touch. Et là, donc, là, j'utilise déplacer vers l'élément. Et là, je vais switcher pour l'autre mode. Donc là, vous voyez, je regarde le coin. Et là, je suis en mode libre. Donc, je peux aller partout. Enfin, je peux vraiment tout faire. Vous voyez, c'est vraiment, il n'y aura pas de surlignage de la case. On va vraiment cliquer. Bonjour. Ça va bien. Voilà. Un petit peu pour faire la différence entre les deux. Euh, donc, en gros, mode simplifié et mode libre, où vraiment on peut aller vraiment partout, pas de limite. Euh, et du coup, voilà, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité, c'est le déplacer vers l'élément, du coup, c'est plus facile, pour résumer un petit peu. Voilà. Une autre fonctionnalité qui est hyper intéressante, c'est la voix personnelle. Du coup, en fait, c'est pour créer une voix synthétique personnalisée, donc une synthèse vocale, avec notre propre voix. Donc, on peut créer par exemple, la synthèse vocale qui serait utilisée lors de la communication sur les différents logiciels, ça sera notre propre voix en synthétique, du coup. Donc, pour l'instant, il n'y a que anglais et mandarin disponibles au niveau des langues. Moi, je l'ai enregistré, bon, ça me fait un petit accent anglais, donc c'est pas encore top, mais donc c'est pas encore disponible en français. Je pense que ouais, ça devrait pas prendre trop longtemps, mais je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vraiment une demande qu'on a souvent des personnes, enfin en tout cas quand je parle de cette fonctionnalité, les personnes ouais, qui sont en situation de handicap, c'est un besoin enfin, voilà, qui est en mode, ils auraient aimé le savoir un petit peu avant, on va dire. Alors, j'accepte juste quelqu'un qui attend. Ok. Euh, donc voilà, c'est hyper intéressant, c'est gratuit. C'est ça aussi qui est vraiment intéressant, c'est directement dans l'outil Apple. Pour l'instant, il y a une alternative qui existe en français, du coup c'est le logiciel Acapella, que peut-être vous devez connaître, par contre qui est payant et qui est assez cher, donc au niveau par an, c'est 100 € par an pour du coup utiliser sa propre voix dans les logiciels de communication. Et pour avoir une licence perpétuelle, c'est 1 000 €. Donc voilà, c'est hyper cher. Du coup, quand on compare avec voix personnelle qui est directement intégrée dans un iPhone, dans un iPad et qui est gratuit, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, un petit peu au niveau de cette fonctionnalité-là. Je ne sais pas trop du coup qui participe aujourd'hui exactement en tant que profil, mais ça serait intéressant d'en parler à des patients là, qui vont potentiellement perdre leur voix. On va tenir au courant un petit peu dans notre communication dès que ça sort en français. Encore une fois, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Voilà, cette slide, c'est aussi un peu pour vous montrer ce qui existe et ce qu'on peut faire maintenant. Encore une fois, ça intéresse beaucoup de personnes, cette fonctionnalité-là, enfin, qui vont perdre leur voix. Je pense qu'on ne se rend pas compte, mais voilà, utiliser une voix qui n'est pas la nôtre dans un logiciel de communication, je pense que c'est assez perturbant. Enfin, ouais, si on peut faire autrement, c'est chouette aussi. Voilà, donc une autre fonctionnalité, c'est parole en direct.
Du coup, voilà, ça transforme du texte écrit en parole en temps réel. Donc, en fait, on tape un message, enfin, voilà, comme un clavier. Donc, on a le clavier, on tape le message et du coup, il est synthétisé. On peut aussi enregistrer plusieurs phrases. Donc, le gros avantage de cette fonctionnalité-là, c'est que on peut l'utiliser en même temps qu'un appel vidéo, qu'un appel téléphonique, ou même genre juste pendant une conversation comme ça. C'est gratuit aussi. Du coup, ça, c'est assez intéressant. Il est enfin, c'est assez discret et rapide. On va le voir avec les raccourcis d'accessibilité et les automatisations dont on parlera après. Voilà, c'est une demande qu'on a quand même régulièrement de pouvoir faire des appels vidéo euh, ou un appel audio et parler en même temps avec une synthèse vocale. Ça, c'est ce qui n'est pas possible, il me semble, sur Windows. On n'a pas encore trouvé d'équivalent. Je pense que c'est le gros plus de cette fonctionnalité. J'ai fait une vidéo après. Alors, la vidéo, du coup, j'avais mon téléphone et l'iPad, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là, voilà, je lance un appel vidéo. Donc là, je m'appelle, donc j'ai mon téléphone dans la main et je vais pouvoir du coup lancer la conversation. Donc vous voyez, je vais aller dans le coin de mon iPad pour ouvrir euh, la fenêtre de discussion et en fait, sur mon téléphone, du coup, j'ai le message qui est vocalisé. Donc il y a soit les expressions comme ça, soit on va aller du coup dans le clavier. Donc ça, c'est parole en direct. Donc là, j'ai la parole en direct qui est normalement, voilà, on n'entend pas sur le son, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment l'avantage, le plus gros avantage, c'est pour passer des appels en même temps. Tout. Ok. Donc dans la slide précédente, je parlais d'automatisation, de raccourcis. Euh, du coup, ce qu'on fait avec ces deux fonctionnalités, on les utilise beaucoup avec le suivi oculaire. Donc pour commencer, il y a les coins actifs. Donc ça permet de déclencher des actions en regardant le coin de l'iPad. Je pense que là, on l'a vu précédemment. Donc, par exemple, j'étais sur ma page FaceTime. Je regarde en bas, je crois que c'était en bas à gauche. Et du coup, j'ai ma fenêtre parole en direct qui s'ouvre et je peux taper des messages. Donc, c'est plein d'automatisation comme ça qui vont vraiment améliorer, on va dire, l'expérience. Ça va être plus rapide. Euh, voilà. Donc, par exemple, aussi, on peut mettre l'écran en veille sans contact manuel, donc juste en regardant un coin. L'écran se met en veille. Euh, on peut, euh, on peut aussi mettre en pause la caméra, ouvrir parole en direct, enfin, plein de choses. On peut faire plein de choses, en fait, en fonction des habitudes de la personne. Mon iPad sera différent de l'iPad d'une autre personne qu'on va programmer. Ça dépend vraiment de comment il l'utilise. Alors, autre chose qu'on utilise, c'est les raccourcis Apple. Cela permet de lancer une tâche avec seulement un regard sur la case. Par exemple, pour moi, sur mon iPad, j'ai un appel d'urgence, entre guillemets, vers un numéro. Par exemple, ça pourrait être le numéro de mon auxiliaire de vie, ou alors j'ai aussi l'envoi d'un message automatique. Tu peux venir, par exemple. Donc, je vous montrerai après pendant la démo, mais juste en regardant une case, il y a une action qui se lance. Ça permet encore une fois de faciliter la navigation dans l'iPad. Euh, voilà. Donc, comme je disais, nous, on programme les iPads en fonction de la personne. Donc, les raccourcis, c'est adaptable en fonction de ce que veut la personne. L'écran actif aussi, et comment elle va l'utiliser. Voilà, un petit peu.
Je crois qu'il y a une vidéo. Donc là, par exemple, je vais regarder, comme je vous disais, je regarde le coin de mon iPad. Là, vous voyez, et il y a une action qui se lance. Donc là, par exemple, c'était parole en direct. Donc là, j'écris mon message. C'est peut-être pas très intéressant. Là, j'écris mon message. Tu peux m'envoyer le numéro? Et là, alors je vais regarder le coin en bas à droite. Et c'est pour verrouiller mon écran. Donc, hop, voilà. Et la vidéo, du coup, voilà, un petit peu pour exemple. Et les raccourcis, je vous montrerai juste après. Ok, une autre fonctionnalité Apple, mais aussi plutôt suivi oculaire externe. Donc, c'est allumer et verrouiller mon écran uniquement avec le regard. Donc, ça, c'est une demande qu'on a régulièrement aussi. Du coup, verrouiller l'écran, du coup, c'est possible avec voilà, Apple, mais par contre, allumer l'écran, c'est uniquement le suivi oculaire externe qui le propose. J'ai fait une vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là, je suis sur mon iPad, je regarde appareil et je verrouille l'écran. Là, on voit verrouiller l'écran. Donc là, mon écran se verrouille. Et ce que je fais, c'est que je pars dans le champ de vision de mon iPad. Donc là, je ne regarde pas l'iPad. Et ensuite, là, pour rallumer la tablette, je vais devoir fixer la caméra. Donc là, vous voyez, je fixe la caméra et on voit que le petit point blanc va clignoter. Donc ça veut dire qu'il me détecte et ça va s'allumer tout seul. Donc ensuite, je peux allumer mon iPad et continuer à l'utiliser. Donc ça, c'est plutôt chouette d'être assez indépendant sur l'ouverture et la fermeture de l'écran, on va dire. C'est à l'heure actuelle quelque chose qu'on n'a pas sur Windows, à part verrouiller l'écran encore. Mais allumer l'écran, c'est encore compliqué. On est en train de développer une petite caméra qu'on mettrait au-dessus de la tablette pour allumer l'écran. Mais c'est encore en développement et ça prend un petit peu de temps. Puis surtout que ça va être payant. Enfin, ça coûte un petit peu plus cher. Du coup, voilà. Là, c'est directement intégré dans la caméra, donc c'est assez chouette. Alors, euh, les prochaines fonctionnalités, c'est voilà, tout ce qui est par rapport aux troubles visuels liés au suivi oculaire. Donc, il y a quelques paramétrages qu'on peut modifier via les paramètres d'accessibilité pour mieux voir à l'écran lorsqu'on utilise le suivi oculaire. Donc, il y a tous les paramètres, on va dire, classiques, donc augmenter le contraste, réduire la transparence des fenêtres, agrandir la taille du texte, le mettre en gras. Et au niveau du suivi oculaire, on va le voir, j'ai fait une vidéo après. Donc, on peut agrandir l'écran, donc pour mieux voir un petit peu, mettre en plein écran ou alors en zoom fenêtre. Vous allez comprendre un peu dans la vidéo. J'ai pas pu faire un enregistrement d'écran parce que en fait du coup j'étais en zoom mais du coup ça a pris l'écran normal, donc j'ai dû enregistrer avec mon téléphone. J'espère que ça va être assez clair. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là sur la vidéo voilà. Donc, ça va. Sur la vidéo, donc j'active le zoom et donc j'avais déjà mis le texte en gras, en grossi. Donc là, vous voyez, j'active le zoom. Donc on a soit cette partie-là, donc un zoom fenêtre. Donc vous voyez, on va pouvoir zoomer un petit peu sur le texte. Là, le texte. Voilà. Et sinon, il y a plein écran. Oula. Plein écran. Donc là, vous voyez, c'est vraiment tout l'écran qui va être zoomé. Donc ça, oula. Bon, la vidéo est pas top, je suis désolée, mais on voit un petit peu donc soit zoom fenêtre, soit zoom plein écran pour mieux voir à l'écran et plus tous les paramètres qui existent déjà. Voilà. Donc, prochaine fonctionnalité, c'est, je pense que vous avez peut-être dû en entendre parler, c'est le suivi oculaire intégré directement proposé par iPad depuis quelques mois.
Voilà, donc c'est une solution d'accessibilité super pour un usage grand public ou des besoins légers. Il faut dire quand même que pour des besoins spécifiques liés à l'handicap, les solutions donc, plutôt suivi oculaire externe qu'on utilise actuellement sont pour l'instant mieux adaptées aux besoins des utilisateurs avec handicap sévère ou complexe. C'est quand même un très bon début. On peut espérer que dans quelques mois ou années, qu'on puisse proposer uniquement cette technologie, pourquoi pas. Du coup, j'ai fait un petit comparatif pour bien comprendre que c'est encore deux choses différentes et que on peut pas, enfin voilà, c'est pas encore totalement adapté, mais c'est normal, c'est le début. Comme toute technologie, de toute façon, le début, c'est jamais tip-top. Donc, au niveau de l'iPad, euh, en fait, ce qui va être utilisé, le suivi du coup oculaire par l'iPad, c'est essentiellement au niveau de la caméra. Donc, en gros, de l'appareil photo. Et ça repose sur des capteurs optiques classiques. Du coup, c'est conçu initialement pour des applications d'interaction grand public, alors que le suivi oculaire externe, donc type Iris Bond ou autre, c'est vraiment une technologie infrarouge spécialement développée pour un suivi oculaire précis. Donc, c'est une émission infrarouge qui permet du coup de la détection fiable et précise du regard, quelles que soient déjà les conditions lumineuses ou des mouvements de la personne. Donc, déjà, c'est deux technologies différentes. C'est pour ça que après, ça sera un petit peu différent au niveau de l'usage. Euh, Donc maintenant, au niveau de la précision du suivi, du coup, on va dire que sur l'iPad, c'est pour un usage courant, donc navigation simple. Voilà, ça reste quand même un peu limité en termes de précision fine, qui est parfois nécessaire pour des personnes avec des difficultés motrices. Au niveau des suivis oculaires externes, voilà, c'est quand même une précision supérieure et permet du coup des interactions un peu plus fines, ouais, ce qui est parfois crucial pour des personnes avec des handicaps lourds ou des mouvements encore une fois involontaires. Au niveau de l'adaptabilité et de l'ergonomie, du coup, au niveau de l'iPad, c'est assez général. Peu de possibilités de paramétrage et de réglage au niveau de l'appareil. Donc, la caméra, du coup, est fixe. Donc, son usage, du coup, impose souvent une position très précise et difficile à tenir pour certaines personnes, ce qui est un peu problématique. Et au niveau du suboculaire externe, donc, il y a quand même des réglages un peu plus avancés. Le calibrage peut être personnalisé, plus de distance avec l'appareil et des mouvements qui sont parfois un peu plus, enfin, c'est plus large, on va dire. Du coup, ça facilite l'utilisation selon différents positionnements. Par exemple, si une personne est allongée dans un lit, euh, voilà, par exemple, un peu plus inclinée vers le plafond, des choses comme ça. Euh, Au niveau de la tolérance au mouvement, on va dire que l'iPad va être moins tolérant au mouvement involontaire et au tremblement. Du coup, le suivocaire peut perdre fréquemment la position du regard ou demander de multiples recalibrages. Et le suivi oculaire externe, du coup, c'est spécifiquement conçu pour des conditions réelles des utilisateurs en situation de handicap, donc plus robuste face au mouvement involontaire. Et ça garde quand même une connexion un petit peu plus stable. Donc voilà, pour résumer un petit peu, petit comparatif entre les deux, je ne sais pas si vous voyez tous de quoi je parle, mais euh, en fait, c'est du coup sur un outil Apple, maintenant, on peut contrôler même un iPhone avec les yeux. Du coup, ça s'est proposé directement gratuitement via les paramètres d'accessibilité. Donc pour résumer, ce n'est pas encore totalement opérationnel pour un public avec un handicap, mais c'est quand même un très très bon début. Voilà, je ne sais pas si du coup certains participants ici ont des outils Apple, mais ça peut être bien de tester de votre côté, voir un petit peu ce que vous en pensez. Nous, on le teste en étant vraiment fixe et tout, c'est super. Ça peut être une première approche si vous avez certains patients avec qui vous vous dites pourquoi pas tester, ça peut être très bien pour une première approche et puis ensuite voir un peu euh, pour une utilisation plus longue et s'il ne faudrait pas un suivi oculaire externe. J'espère que c'était assez clair et que je n'ai pas mis trop vite. Hop. Euh, voilà, donc un petit peu globalement avec les applications de communication alternative qu'on utilise sur iOS. Voilà, au niveau de la communication plutôt pictographique avec des symboles, tout ça, des images, on utilise plutôt Grid pour iPad, Let Me Talk, TD Snap et Proloco to Go. Donc voilà, j'ai fait un petit tableau comparatif avec aussi les prix, ce qu'ils proposent. Euh, et aussi au niveau de la communication plutôt textuelle, donc avec les claviers virtuels, sans pictogramme ou juste avec plusieurs catégories. On utilise assistant parole, TD Talk et du coup parole en direct qui est directement intégré à l'iPad.
Ok, donc là, je vais vous montrer en direct l'utilisation, donc sur certaines fonctionnalités. Tac. Donc, je vais devoir changer un petit peu d'outil. Donc, il y aura quelques minutes d'attente le temps que je fasse tout ça. Ok, alors là, j'ai mon iPad à côté de moi. Là, je lance la diffusion de mon écran. Ok. Ok. Alors, il faut juste que Donc là, vous voyez bien. Là, je vais juste faire. Donc là, vous voyez, je suis sur l'application de contrôle du coup de la caméra. Donc, je vais juste faire un calibrage pour vous montrer un petit peu. Donc là, calibrage, quand même, c'est la partie assez importante en début d'utilisation. C'est vraiment là où la caméra va calculer en fonction de notre position, de la luminosité. Voilà, donc là, j'ai mon score. Donc là, je sors de mon calibrage, je peux aller dans les paramètres pour gérer un petit peu, il y a le temps de temporisation, donc là c'est 1 seconde. Quand on commence à être très à l'aise, on peut mettre 0,8. Après, ça va très vite. Vous voyez, la sélection est très rapide. Donc, je vais remettre à 1 seconde juste pour la présentation, pour pas que ça aille trop vite. Donc là, je pars, je retourne on va contrôler l'interface iOS. Donc voilà, là je contrôle, je vais changer, je vais mettre déplacer vers l'élément. Donc vous voyez, on a toutes ces cases-là. On va commencer par la communication. Donc on va aller sur assistant parole par exemple. Vous voyez, je peux. Voilà, on a cette synthèse vocale. Donc là, du coup, c'est assez facile, c'est des grosses cases, c'est plutôt bien. Voilà, on a plusieurs catégories. Là, je peux retourner sur mon écran iOS. Niveau CA, on ne va pas tout voir, mais je vais par exemple vous montrer surtout les raccourcis. Donc, raccourcis, alors, par exemple, là, message à Manon. Donc, en faisant, là, vous voyez, le message est envoyé à mon téléphone. Voilà. Ensuite, par exemple, on a appel d'urgence. Donc là, je ne suis pas connectée, mon téléphone n'est pas synchronisé. Mais en tout cas, je peux lancer un appel. Donc là, mince, j'ai arrêté le partage. Pardon, des aléas du direct. C'est participant. Alors, je repartage mon écran. OK. Donc là, voilà, c'est bon. Donc, par exemple, là, j'ai un raccourci envoyer un mail. Donc là, voilà, ça me met directement vers ma fenêtre d'envoi de mail. Donc là, je peux aller on peut mettre n'importe quoi, je vais mettre test. Voilà, test. Par exemple, avec cette nouvelle fonctionnalité, je peux ouais, par exemple, là, je peux faire demander à avoir un mail de prise de rendez-vous. Mince, pourquoi ça quitte mon partage tout le temps là? Désolée. Tu le vois toujours? Ah là, par contre, ouais. Bah, je sais pas, ça coupe.
Il y a mes yeux qui... Ah. Ok, là c'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Donc, j'étais en train d'envoyer mon mail. Là, du coup, je vais taper rendez-vous. Donc, c'est pour faire un mail de prise de rendez-vous. Oh, il veut pas. Ça enlève mon partage à chaque fois. Parce qu'effectivement, Les aléas du direct, forcément. Donc, j'étais sur mail. Donc, voilà. Là, j'ai fait mon mail type, on va dire. Donc, on peut insérer cette prise de... Ça permet, voilà, de mettre objet rendez-vous. Il y a deux écrans. Je sais pas, je vois pas le... Tu vois les messages? non, c'est juste Ah oui. pour les personnes qui ne voyaient pas le. Je comprends pas pourquoi ça quitte. Parce que normalement, même s'il y a les deux écrans, celui-là est censé prendre. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est décaler ton Mac pour qu'on voit un petit peu ce que tu fais sur Ouais, je pense que c'est. ta tablette. Je sais pas trop. Pas sûr que. Ouais. C'est faux. Alors, je vais essayer peut-être. Là, c'est bon, je suis en partage. Ok. Hmm. Ouais. Bon, bah. Bon, bah, désolé, je pense que je pourrais pas vraiment tout montrer en direct. Mais. Alors, je vais juste quitter la présentation et revenir voir si ça marche. Hmm. Ok, donc, normalement, on va essayer comme ça. Du coup, j'étais sur mes mails. Donc là, voilà, j'envoie mon mail, par exemple. Donc là, j'envoie mon mail. Ouais, et ça a planté à nouveau. Ah ouais. On est bloqué sur les tablettes. Ouais, bon, bah désolé. Ouais, bon, bah, je pourrais peut-être pas montrer du coup en direct. Parce que voilà, ça marche plus. Globalement, on peut. Je pense que là, il faut pas trop. Je vais quitter la réunion ici, que ça rame en plus. Bon, globalement, voilà, un petit peu sur les vidéos. Sinon, est-ce que ouais, j'ai une vidéo, mais je crois qu'il y a des noms qui apparaissent dessus. Euh, Alors, je vais regarder. Je sais pas si je lance cette vidéo parce que je crois qu'il y a un nom qui apparaît dessus. Je réfléchis, désolée. Je sais pas si je peux. Ouais, bah, je vais pas vous montrer, désolée. Ça marche pas.
Là, non. Ouais, je vais regarder peut-être. Je crois qu'ici, je vois. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, je testais différents usages. Donc par exemple, hop, c'est un mail. Ça va peut-être aller un peu vite parce que je suis à l'aise, mais voilà. Donc là, je retourne à l'accueil. Et c'était par exemple faire une recherche Google. Pour accéder à la banque. Après, là, c'était une vidéo à destination d'un patient pour lui montrer. Donc, j'utilisais un peu les applications que lui utilisait. Là, ça, c'est sur Internet. Ensuite, qu'est-ce que... Alors, verrouiller l'écran. Ça, juste pour montrer... Voilà. Par exemple, gestion d'agenda. Ah oui, oui. Ouais, en plus, j'ai encore des trucs. Bon, voilà, un petit peu sur les usages. Euh, alors, mince, pardon. Ok. Donc là, je pense que c'est important un peu de rappeler les prix du matériel. Donc, combien, voilà, pour un iPad, du coup, c'est 6 200 hors taxe. Et pour un outil Windows, c'est 6 600. Donc, il n'y a pas une grosse différence entre les deux matériels. C'est pour vous donner une petite idée. Ensuite, après, avec les bras, évidemment, en fonction du choix, soit c'est un bras à roulette, soit un bras sur table, fauteuil. Voilà. Donc, évidemment, du coup, on peut passer, enfin, l'outil est financé par une PCH aide technique, donc à hauteur de 75% selon les régions. À savoir qu'on peut faire aussi une demande de fonds de compensation pour les 25% restants, voilà, pour que ça soit financé à 100%. Donc ça, voilà, c'est pas sûr. On travaille aussi avec la GFIP dans certains cas où l'équipement est lié à une activité professionnelle. Et il y a aussi du coup le financement des outils pour les établissements médico-sociaux, donc avec des appels à projets, des crédits non reconductibles, des plans d'aide à l'investissement ou des mécénats privés. Voilà, un petit peu, je vais parler rapidement de notre accompagnement au niveau de tout ça, comment ça se passe. Déjà, si après toutes les informations aujourd'hui, vous pensez à un patient pour qui ça peut être intéressant, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, notamment sur le site internet où vous pouvez voilà, faire une prise de contact pour qu'on parle d'un de vos patients. Voilà. De notre côté, pour expliquer un petit peu comment ça se passe, du coup, on reçoit les demandes directement via le site. Ensuite, on programme un échange téléphonique voilà, pour qu'on puisse déjà orienter le projet et voir si le matériel qui peut être intéressant pour une personne. Ensuite, au niveau de l'accompagnement, on fait des points pour savoir comment ça se passe, comment évoluer du coup avec le matériel, modifier les grilles à distance. Comme j'ai dit, on préprogramme les iPads en fonction des habitudes de la personne et on adapte les fonctionnalités en fonction du profil. Et voilà, sinon, on a des ressources avec des tutoriels vidéo et on a aussi de la documentation. Par exemple, on a des documents avec voilà, certaines applications notées sur 5 étoiles pour le niveau de difficulté d'usage en oculaire sur un iPad, donc, par exemple. Voilà un petit peu ce qu'on fait. Et il y a 5 ans d'accompagnement en tout. Voilà. Au niveau des petites actualités, rapidement, du coup, on va être présent au Salon Autonomique à Paris du 3 au 5 juin. Donc, c'est à Paris Expo. Et aussi, enfin, j'en parle là, tant qu'on est en petit comité. On n'a pas du tout encore communiqué là-dessus, mais on travaille sur un nouveau logiciel de communication. Donc voilà, plutôt orienté vers les services de réanimation pour l'instant. Donc n'hésitez pas si vous avez des, enfin, ouais, vous avez des questions là-dessus ou
Si ça vous parle au niveau des besoins, vous pouvez nous contacter aussi. J'ai mis quelques sources du coup voilà, pour le webinaire. Après, c'était vraiment très peu théorique, c'était beaucoup d'exemples. Mais voilà un petit peu sur quoi je me suis basée. Voilà, merci en tout cas pour votre participation. On va passer aux questions-réponses. C'est Thomas qui va. Ouais. Je bois un petit peu d'eau. Tu prends ton micro? Ok. Faut couper ton son. Je coupe. Oui, coupe. Bonjour à tous. Du coup, je reprends une des premières questions, qui était pourquoi Iris Bond et non Toby au niveau des caméras. Alors, il faut savoir que notre orientation elle est vraiment axée sur une démarche agnostique. On veut vraiment être agnostique au niveau du matériel, au niveau des éléments. Donc, c'est vraiment la force de la solution G-Buys. On peut complètement moduler quelle caméra, quel support, donc tablette Windows ou tablette iPad, quel logiciel de communication, quel bras de support, quelle coque de protection. Et dans cette démarche agnostique, on a plusieurs intégrations de caméras. Notre choix, il s'est porté en priorité sur Iris Bond puisque ça a été la première caméra à faire une intégration et Windows et Apple. Et c'était vraiment unique à l'époque. Ça reste encore une des rares caméras qu'on peut utiliser sur Apple. Également, il faut savoir qu'on a intégré une autre caméra, la caméra Skyle de Ivy, qui est une entreprise allemande, et on n'est pas fermé à l'intégration de caméras comme celle de Toby. Ça se pourrait même que ce soit en travail. Je vais peut-être du coup te repasser la main, Manon. Pardon. Ouais, c'est bon. Et je vais te citer quelques questions. Ok. Les premières questions, est-ce que la personne peut intégrer une carte SIM à sa tablette, que celle-ci soit utilisée à la place du téléphone? Alors, du coup, oui, on fait aussi l'option cellulaire, donc on peut mettre la carte SIM dans l'iPad, mais du coup, ça va être différent. En fait, la carte SIM va juste nous aider à utiliser l'iPad partout, donc à l'extérieur. Pour utiliser en fait l'iPad comme un téléphone, il faut garder son téléphone, il faut que ça soit un iPhone obligatoirement. Et en fait, on fait un transfert de messages et d'appels. Et en fait, du coup, l'iPad devient un téléphone, mais il faut que l'iPhone reste près de l'iPad pour faire un transfert. En fait, en étant connecté avec le même compte iCloud, on arrive à faire un transfert SMS et appel. Donc, en fait, si c'est pour un usage uniquement à domicile, on n'est pas obligé de mettre une carte SIM dans l'iPad. On peut juste garder son ancien iPhone et ça, c'est super. Ensuite, il y avait une question sur les voix électroniques. Ouais. Comment créer la voix électronique si la personne a déjà des troubles de langage? Et est-ce que c'est possible d'utiliser des enregistrements vocaux antérieurs? Non, malheureusement, c'est vrai que je ne l'ai pas spécifié dans la slide. En fait, s'il y a déjà une perte de voix en cours, du coup, voix assez faible ou petite dysarthrie qui commence à être présente, je pense que ça peut être un peu plus compliqué. En fait, l'enregistrement, comment ça se passe? C'est 150 phrases à prononcer. On peut le faire en plusieurs fois. Donc, c'est quand même voilà, un petit peu fatigant aussi, mais ouais, on peut se dire, par exemple, 10 phrases par jour et au bout de quelques jours, c'est bon. Euh, et mince, c'était quoi déjà? J'ai la fin. Non, pour l'instant, non. Après, franchement, là, je pense avec l'intelligence artificielle, je pense que Franchement, on essaie de regarder un petit peu ce qui se fait à ce niveau-là, mais il n'y a pas encore de. Pourtant, ça a l'air tellement facile, mais pour en fait un usage, pour l'intégrer en fait après sur les logiciels de communication, c'est un peu compliqué. Mais voilà. C'était une question aussi sur parole en direct. Oui. Est-il possible d'enregistrer à l'avance ces phrases et est-ce uniquement pour les appels? Non, on peut enregistrer du coup plein de phrases, plein d'expressions. Donc, moi, vous voyez, j'avais mis SOS, tu peux venir, je suis contente de te voir. Mais on peut enregistrer tout ce qu'on veut. Et c'est pas uniquement pour les appels, on peut l'utiliser tout le temps. Par exemple, imaginons, vous regardez une vidéo YouTube et là, vous dites, ah bah, il y a quelqu'un qui arrive, hop, vous pouvez regarder le coin et la fenêtre de communication se lance. Du coup, c'est vrai que moi, j'ai vraiment axé sur le côté appel parce que c'est une grosse différence avec Windows de pouvoir parler en même temps de passer un appel, mais on peut parler en même temps de regarder une vidéo, parler en même temps que, en fait, on fait une activité. Imaginons, on est sur une application, quelque chose, et on peut vraiment lancer du coup cette fenêtre de communication rapidement
Et ça, c'est une grosse différence. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup accès sur les appels, mais on peut tout faire en fait, sur toutes les applications. Il y avait une question sur le pod. Est-ce que c'est possible de l'avoir sur iPad? Le pod sur iPad, bonne question. Peut-être sur une des applications de CA. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'a pas eu de demande dans ce sens-là, mais à vérifier. Je pourrais regarder. N'hésitez pas à me laisser votre mail, peut-être, si je pourrais répondre à votre question après. Il y a Naïs, je vois. Le pod n'est que sur ouais, peut-être alors. Ouais, c'est Windows. Oui, c'est bien ce qui me semblait, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais mis en place de pod sur iPad. Bah, merci Anaïs. Après, il y a eu Euh, beaucoup de questions sur lesquelles j'ai répondu dans le chat. Ok, trop bien. Bon, j'espère que ça a été, que j'ai pas parlé trop vite et c'est toujours un peu stressant quand même si personne n'est en face de moi. Ok, et bah, désolée pour les problèmes techniques aussi en direct, forcément. Euh, Voilà, bah, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à nous contacter via le site ou je pense qu'il y a mon mail aussi sur le site. Ouais, j'espère que vous avez appris plein de trucs sympas et que voilà, c'est encore une fois pour sensibiliser à toutes ces fonctionnalités et pour vos patients, c'est toujours bien de le savoir aussi.